Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Vous avez été nombreux à vous enregistrer pour le webinaire sur l'intelligence collective en tant que discipline en Afrique qui a eu lieu le 16 mai 2021 à 20h. Mais malheureusement, il y en a qui n'ont pas pu accéder à la salle parce que au début, nous avons observé 10 minutes pour accepter les participants sur la réunion compte tenu de l'outil qu'on utilisait. Et bon, malheureusement, il y en a qui n'ont pas pu et il y en a également pour des questions de disponibilité qui n'ont pas pu être là. Alors j'ai décidé de refaire cette vidéo, un pré-enregistrement, pour que la grande partie qui était celle de la présentation elle-même, je vais la refaire ici et essayer de donner les éléments de réponse. Et si vous suivez cette vidéo à la fin et que vous avez des questions, je vous laisserai mes différents contacts et des heures que je qualifie de Open Office à compter de ce lundi 17 mai et tous les soirs entre 20h, 20h15 et 21h. Vous pouvez me contacter par tous les moyens parce que je laisserai tous mes contacts. Et si vous avez des questions particulières ou que vous avez besoin d'aide pour réaliser quoi que ce soit, je serai à votre écoute, à votre disposition pour vous apporter les éléments de réponse. Et j'estime aussi que c'est quelque chose de bien de pouvoir le faire de cette façon parce que ça me permettra aussi de pouvoir prendre individuellement les préoccupations de tout un chacun parce que parfois dans les lives il y en a qui ont des questions et qui n'arrivent pas à les poser, au sorte que au cours du live pour par exemple 200 participants, tout le monde n'aura pas la chance de poser directement ses préoccupations. Alors ce format nous sera très utile. Alors, je le disais tantôt au début, l'intelligence collective en tant que discipline en Afrique. Alors, le webinaire, dans le webinaire, il y a moi, Abdelkafi Toko. Je suis béninois d'origine et présentement étudiant en Master of Collective Intelligence à l'université Mohamed VI Polytechnique du Maroc. Eh bien, je devais être avec le directeur scientifique, M. Kahal Madana, et la coordonnatrice du master, ainsi que le directeur. Les questions de disponibilité ont fait que ils ne sont pas présents et comme cette vidéo est un post-enregistrement, et bien, ils ne sont pas avec moi. Mais je vais également fournir des ressources de vidéos que vous pouvez suivre en réalité pour pouvoir en savoir plus sur l'ensemble de l'équipe de ce programme, c'est-à-dire ceux qui ont mis en place ce programme dans lequel je suis impliqué. Et si vous avez des questions, si elles sont particulières ou que vous avez même besoin de rendez-vous pour discuter avec eux, vous pouvez également me contacter. Je saurai dans la mesure du possible comment pouvoir le mettre en place. Eh bien, l'objectif visé en réalité par le webinaire, c'est au nombre de 4, pour ne pas dire 5. Le cinquième, c'est le résultat en réalité entre vous et moi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour ceux qui me connaissent, c'est encore c'est le moment d'avoir plus d'informations sur moi et c'est le moment pour moi aussi de pouvoir communiquer avec vous et pour qu'on ait plus d'informations les uns sur les autres. Le tout premier objectif est de présenter l'intelligence collective en tant que discipline, en tant que discipline. Et le second, c'est qu'ensemble, nous allons essayer d'analyser les opportunités qu'elle présente pour notre beau continent, c'est-à-dire l'Afrique, parce que l'Afrique est un continent qui est tellement convoité de part et d'autre à travers le monde. D'autres qualifient comme le cœur du monde dans le futur, et parce que les enjeux sont de taille sur ce continent et ils disposent quand même des atouts naturels qui
permettre de prédire un meilleur futur pour ce continent. Le troisième point serait de présenter le seul master disponible au monde pour le moment en intelligence collective. Et bien oui, c'est le seul qui est disponible. Et le quatrième point est d'expliquer au fait la possibilité d'admission et les possibilités de bourse qui sont disponibles pour pouvoir suivre cette formation ici au Maroc. Et également, il vous introduit les autres formations, c'est-à-dire vous donner des réponses qui vous permettront quand même d'aller explorer aussi les autres formations que l'université offre. Je ne vais pas monopoliser la diffusion de l'information rien qu'à ce seul master. Alors, l'intelligence collective, eh bien, quand on en parle, beaucoup de personnes pensent à l'intelligence artificielle qui fait l'objet de beaucoup de médiations présentement et sur lesquelles également beaucoup de révisions sont faites pour voir jusqu'où on peut aller avec l'intelligence artificielle et tout ça. Et bien, quand tu dis intelligence collective, le mot intelligence déjà fait que beaucoup de personnes se disent que c'est tellement que c'est la même chose alors que ce n'est pas la même chose. Et c'est là que en réalité cette présentation devient aussi utile pour essayer d'apporter de l'éclaircissement pour qu'il n'y ait pas une ambiguïté autour du thème d'intelligence collective, du concept et de la discipline. Alors, il est souvent bon de commencer en réalité par la définition parce que quand vous avez une conception que je dirais un peu qui converge vers la même chose, l'entente hier, et il faut partir de la définition en fait, pour voir maintenant tout ce qui peut être avantage ou inconvénient de la chose, etc. C'est le schéma dans lequel j'aime généralement me mettre. Et l'intelligence collective, ça dit basiquement, c'est cette capacité en réalité d'un groupe de personnes à pouvoir résoudre un problème complexe. Alors, les deux définitions qui suivent sont tirées en réalité des ressources de la formation dans laquelle je suis impliqué, qui dit que c'est la capacité des groupes à surpasser les individus en matière d'apprentissage, de prise de décision, de résolution de problèmes, de prédiction et d'autres compétences cognitives. Et on la définit encore comme une discipline scientifique qui étudie les conditions de ce phénomène, c'est-à-dire la résolution de problèmes complexes. Dans quelles conditions un groupe de personnes peut en réalité résoudre un problème complexe. Donc c'est en réalité le but ou l'objet, je dirais, de cette discipline. Elle étudie en réalité au sein des équipes, des organisations et des sociétés. Alors, quand on parle de groupe de personnes, vous êtes d'accord avec moi que ce soit quand on parle d'équipe, c'est un groupe de personnes. Quand on parle d'organisation, que ce soit public ou privé, c'est un groupe de personnes. Et quand on parle de la société également, c'est un groupe de personnes parce que c'est un ensemble d'individus en réalité qui forment un groupe. Donc c'est un peu ça. Quand on parle de problèmes complexes, beaucoup vont se demander quels sont maintenant les problèmes complexes. Un problème, c'est un problème. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un problème il est complexe? Si je prends le simple exemple pour dire que comment est-ce que je dois boire de l'eau, ça, je sais comment le faire parce que mon bidon d'eau il est à côté. Ou même si je suis à la maison ou au bureau, je sais que je dois aller au niveau d'une source d'eau, la prendre et essayer de faire ce geste pour le boire. Donc là, c'est vraiment pas un problème complexe. Et dans ce cas précis, c'est-à-dire, donc on veut boire de l'eau, comment est-ce qu'on résout ça? C'est en réalité un problème qui n'est pas du tout complexe. Je ne vais pas vous dire que l'accès à l'eau n'est pas un problème complexe, non. Mais dans ce cas spécifique ici, ça, c'est pas un problème complexe. Alors, il faut en réalité que le problème nécessite en réalité la contribution de plusieurs personnes ou de plusieurs compétences à la fois pour pouvoir trouver une solution qui est optimale. Dans ce cas-ci, ça devient un problème complexe. Si je pose la question par rapport à, si on prend par exemple le cas de l'emploi des jeunes, une préoccupation des États africains et même à travers le monde, mais en Afrique on le sent beaucoup de jeunes finissent des formations, ils n'ont pas un boulot. D'autres qualifient ça même d'une bombe à retardement parce que dès que le mécontentement va commencer par se sentir au sein de la population,
c'est des conséquences que nous ne souhaitons pas qui peuvent en découler. Quand on parle de l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau potable, l'accès à Internet, l'accès aux soins de santé à 100% pour toute la population dans vos différents pays, nous savons tous que c'est des problèmes que nos gouvernements, nos États, et pour être beaucoup plus objectifs, les organismes internationaux, que tout le monde essaie de lutter en réalité pour la résolution de ces problèmes, mais juste là, les objectifs ne sont pas atteints. Et pourquoi il y a des assises où les assises où on essaie de définir par exemple les objectifs de développement durable sur telle année, c'est parce que c'est des problèmes qui sont tellement complexes qu'on réfléchit, on essaie de concevoir le programme pour voir comment est-ce qu'on peut en réalité pouvoir les résoudre ou pas. Mais nous n'y sommes pas encore parvenus à 100%. Nous n'y sommes pas encore parvenus à 100%. Donc, ces genres de problèmes, en réalité, sont des problèmes qu'on qualifie de problèmes complexes. Parce qu'elles nécessitent la contribution de plusieurs acteurs, que ce soit les acteurs dans le privé, dans le public, que ce soit de la population. Il y a plusieurs parties prenantes qui doivent en réalité essayer de converger, de mettre ensemble leur effort pour qu'on puisse prétendre pouvoir les résoudre ou pas. Si je parle du système éducatif, c'est une question que j'aime souvent poser. Et quand vous posez la question à un seul individu, surtout quelqu'un qui est passé par les systèmes éducatifs de nos pays africains, à la fin, on se dit parfois que c'est une perte de temps et ça fait même qu'il y a un découragement qui s'installe et beaucoup commencent par s'en prendre à l'école et dire que l'école n'est pas une bonne chose, l'école n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de pouvoir chercher l'argent, par exemple. Alors qu'en réalité, c'est parce que le système éducatif il y a une composante qui manque, qui permet, une ou plusieurs composantes qui manquent en réalité, qui doivent permettre au système éducatif de former l'individu pour qu'il devienne en réalité un acteur de développement, un acteur, une personne capable de pouvoir créer de la richesse, de pouvoir se prendre en charge. Donc c'est tout ça qui fait que le système éducatif actuellement, il y a beaucoup de problèmes et même le système éducatif lui-même, comment le rendre performant déjà pour qu'il puisse répondre en réalité aux besoins de développement de nos pays, c'est un problème qui est complexe. Quand on prend l'agriculture, vous convenez avec moi qu'aujourd'hui que nous n'arrivons pas à assurer à 100% la nourriture dont nous avons besoin dans nos différents pays. Nous sommes obligés d'importer pas mal de produits depuis d'autres continents, ce qui n'est pas normal pour notre économie, ce qui nous rend un peu esclaves, je dirais, à travers les relations dans le monde, etc. Donc c'est un peu tout ça quand on parle de points complexes. Il y en a plusieurs et même en m'écoutant certainement que vous voyez, vous faites d'ailleurs un schéma, un ou plusieurs schémas du moins je dirais, des points complexes qu'il y a au sein de la société. Et si je prends le dernier exemple, la politique dans nos différents pays et même à travers le monde, il y a beaucoup de débats, beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons et quand les élections arrivent dans pas mal de pays, c'est souvent parfois des tensions. Pourquoi est-ce que nous en arrivons là? C'est peut-être parce que nous ne nous asseyons pas pour réfléchir en réalité comment est-ce qu'on met en place des façons de faire qui nous permettent d'éviter des désagréments, etc. Donc c'est en réalité un autre exemple de problèmes complexes que nous rencontrons dans nos différents pays. Alors, ça veut dire que la conclusion à laquelle on peut parvenir tout rapidement ici, c'est que l'intelligence collective en réalité, elle est cette discipline qui permet de réfléchir à la façon dont les organisations publiques ou privées, c'est-à-dire la société, un groupe de personnes se mettent ensemble pour résoudre ces problèmes complexes. Alors, les problèmes complexes, vous devez comprendre que ça découle au fait des défis de notre continent. Et c'est pourquoi je me suis permis en réalité d'essayer de fouiller et de voir beaucoup plus en Afrique subsaharienne, parce que cette vidéo est beaucoup plus conçue pour les personnes qui viennent de l'Afrique subsaharienne, beaucoup plus en Afrique francophone. Donc nous allons essayer de voir et d'analyser un peu les grands défis
de ce n'est pas tout, c'est pas exhaustif ce que nous avons mis dans le contenu, mais je tenais quand même à prélever quelques-uns que nous allons mettre ici pour pouvoir montrer en réalité d'où est-ce qu'on peut avoir en réalité les idées et concevoir beaucoup plus la notion de problème complexe. Alors, quand je prends le tout premier exemple que je suppose on a l'habitude de dire chez nous que euh, la santé avant tout, donc c'est très important. Comment est-ce qu'on a su euh, la disponibilité des hôpitaux? Comment est-ce que s'il y a par exemple un virus, comment est-ce qu'on s'assure de protéger toute la population? Parce qu'il y a la Covid qui est en vogue. Et c'est vrai que chez nous, nous ne sommes pas encore touchés, et ça, il faut rendre grâce à Dieu, mais on ne doit pas attendre que le mal soit totalement à nos portes pour commencer par prendre nos différentes dispositions, telles que on voit actuellement d'autres pays qui sont frappés, etc. Alors, et cette Covid nous a permis par exemple de voir qu'en réalité nos systèmes sanitaires, même les grands pays développés, qui avaient des systèmes sanitaires beaucoup plus poussés, n'ont pas pu résister totalement aux conséquences de la Covid. Donc, si nous qui sommes encore faibles, quel en serait donc ça réveille en réalité nos réflexions pour qu'on puisse revoir nos priorités et savoir comment est-ce qu'on se prépare en réalité pour que dès qu'il y a le pire, qu'on puisse savoir le maîtriser ou pas. L'accès à l'eau potable, c'est vrai que beaucoup d'efforts sont en train d'être menés par les États pour que on puisse quand même assurer l'accès à l'eau potable à tout individu vivant sur le continent. C'est un problème qui est tellement complexe, facile, il faut réfléchir à la façon dont on essaie de mobiliser les ressources qui permettront de pouvoir mettre en place des programmes qui vont donner l'accès à l'eau potable à tout le monde. Donc, c'est un problème complexe. Sans la nourriture, nous ne pouvons rien. Sans la nourriture, nous ne pouvons rien parce que nous avons besoin de manger pour avoir de l'énergie pour faire quoi que ce soit. Nous avons besoin de manger pour pouvoir faire quoi que ce soit. Et quand on prend le secteur de l'agronomie, le secteur agricole, c'est vrai qu'à l'écran, vous voyez en même temps l'élevage qui est là. Donc, on essaie de faire, je ne sais pas, c'est hyperbole ou quoi, mais le secteur agronomique pris de façon générale. Comment est-ce qu'on augmente en réalité les performances du secteur agricole et comment est-ce qu'on augmente les performances de la pollution animale, la pollution végétale, halieutique, tout ça, pour qu'en réalité qu'on puisse avoir de la nourriture. Donc, la sécurité alimentaire, comment est-ce qu'on s'y prend en réalité pour l'assurer? Parce que nous le savons très bien que dans nos différents pays, nous n'avons pas encore la capacité d'être suffisamment, c'est-à-dire l'autosuffisance alimentaire n'est pas atteinte, c'est quelque chose pour lequel on lutte depuis des années, mais nous ne l'avons pas encore atteint. Il y a même des zones qui sont en réalité menacées de faim. C'est vrai qu'il y a certains pays qui font vraiment des efforts remarquables pour éradiquer la faim, mais tel n'est pas le cas au niveau de tous les pays en Afrique. Et comment est-ce qu'on fait en réalité pour pouvoir le résoudre? Comment est-ce qu'on fait pour rendre l'agriculture beaucoup plus performante? Moi, depuis que j'ai intégré ma formation, il y a quand même, on aura l'occasion pour que je vous présente peut-être les projets sur lesquels j'ai déjà travaillé, j'ai déjà essayé de concevoir d'apporter à travers ma réflexion et les analyses des approches de solutions. Et comment est-ce que si nous atteignons l'autosuffisance alimentaire, par exemple, et que notre agriculture, notre secteur de l'élevage, tout ça devient assez performant, comment est-ce qu'on peut les transformer en des produits industriels pour assurer les périodes où nous avons les manques de ces produits ou que nous pouvons les exporter vers d'autres contrées pour pouvoir en faire beaucoup plus de richesses pour nos différents pays. L'accès à l'électricité, comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde puisse avoir en réalité accès à l'électricité dans la mesure du possible et que nous ne dégradons pas notre environnement, notre écosystème. Parce que si nous dégradons l'environnement également, nous allons faire face à d'autres difficultés telles que le réchauffement climatique qui est une préoccupation mondiale. Donc la gestion respectueuse de l'environnement, ça revient à ça. Comment est-ce qu'on ne détruit pas en réalité nos forêts qui sont des ressources très indispensables à notre survie parce qu'elles permettent d'avoir un environnement dans lequel nous pouvons vivre sans nous inquiéter. Le changement climatique, j'en parlais tantôt, qui est une préoccupation globale. Nous avons eu la chance de travailler sur
un projet qui permettait en réalité de pouvoir collecter par exemple les récits des, des personnes âgées qui ont en réalité vécu et ont vu l'évolution du changement climatique à travers plusieurs pays en Afrique. Et oui, parce que c'est pas que les experts qui s'y connaissent, c'est pas que les experts qui savent, et les experts du moins qui savent comment est-ce que les choses ont évolué. Les populations qui les vivent en réalité ont plus d'informations que peut-être le scientifique qui n'est jamais allé sur le terrain. Donc il faut en réalité trouver le moyen de collecter toutes ces informations et de les mettre ensemble, de les exploiter pour pouvoir apporter des approches de solutions. Le tourisme durable, nous savons que nos terres sont, notre culture, vous voyez, elle est riche. Nous avons quand même des lieux qui sont tellement fabuleux. Quand je prends par exemple au Bénin, Gambier, c'est quelque chose qui attire beaucoup de personnes. Comment est-ce qu'on essaie de mettre en place les conditions favorables pour que le tourisme soit développé? Parce que si les gens viennent visiter vos terres, ça vous fait des entrées parce que ces individus, quand ils viennent, ils payent, ils mangent, ils se déplacent, tout ça là, ça crée de la richesse au sein du pays. Comment est-ce qu'on y parvient? Tout ça, c'est des problèmes qui sont un peu complexes et qu'il faut essayer de réfléchir et apporter des approches innovantes. Alors, l'amélioration des systèmes de gouvernance, j'en parlais. Par exemple, en Afrique, qu'il y a des élections, c'est des tensions, ou qu'on voit beaucoup de personnes au sein des populations qui apportent des critiques, qui ne sont pas d'accord en réalité avec le système de gouvernance, ou soit des personnes qui se disent que oui, la politique c'est pas mon truc, je ne m'occupe pas de ça. Alors que nous vivons dans une société où, quand on parle de politique, c'est la gestion des affaires de la société. On ne peut pas vivre dans une société sans ne pas se préoccuper totalement de comment est-ce qu'elle est gérée. Alors, comment est-ce qu'on fait pour améliorer en réalité les systèmes de gouvernance de nos cités, de nos pays, pour que en réalité ces politiques répondent aux aspirations de la population? Tout ça, c'est un problème très très complexe. Et vous connaissez mieux que moi des exemples dans ce sens. Alors ça, c'était une liste non exhaustive en réalité de problèmes complexes. Et la vidéo, elle est sur YouTube. Si vous, en la suivant déjà, si vous avez d'autres problèmes complexes qui vous viennent à l'esprit, vous pouvez les laisser dans le chat. Et ouais, ça fera une base de connaissances aussi qui nous permet de faire le point de ce que nous devons résoudre dans le temps de ce que nous devons résoudre comme problème. Est-ce que nos pays ont réellement réussi à relever efficacement ces défis? Et moi je vais répondre non. Tous les systèmes que nous connaissons résistent-ils toujours à la Covid? Quand je parle de système, est-ce que le système sanitaire que nous avons, j'en parlais tantôt, dans les pays développés, leur système sanitaire n'a pas réussi à la Covid. La Covid leur a permis de savoir que les systèmes sanitaires ne sont pas encore assez efficaces tels qu'eux ils le pensaient. Est-ce que chez nous c'est le cas? Est-ce que quelqu'un qui est dans un coin reculé je dirais par exemple de Cayalé au Bénin, une zone qui est vraiment reculée où l'accès est tellement compliqué, est-ce que cette personne, s'il tombe malade et qu'il y a une maladie vraiment urgente pour laquelle il doit avoir une intervention, je ne sais pas, chirurgicale, je dirais, dans les 2 heures qui vont suivre, bon, ça veut dire que la personne va y laisser sa vie aussi banalement. Alors que peut-être que s'il y avait un hôpital où il peut y avoir tous les chirurgiens, l'accès on pourrait peut-être lui apporter une solution. Ça, c'est un exemple typique que je prends directement pour montrer qu'en réalité, les systèmes que nous avons ne permettent pas d'évoluer. Le système éducatif tel qu'on l'avait vu aussi, il n'est pas totalement performant car nous le voyons, il y a beaucoup de chômeurs. Ça veut dire que les écoles sont là, qui devaient former les gens pour qu'ils deviennent des acteurs du développement, forment en réalité des personnes qui deviennent en réalité, telles que par exemple, un président le disait, qui deviennent un problème pour l'État, un problème pour la société. C'est cru de dire que les individus deviennent un problème pour la société, mais en réalité, c'est ce qui se passe. Alors, c'est tout ça. Est-ce qu'on est parvenu à le résoudre? Non. Est-ce que les systèmes résistent? Non. Il faut de l'innovation, il faut trouver une nouvelle approche de pouvoir faire la chose. Alors, cette nouvelle approche, en fait, c'est à ça.
Comment est-ce qu'on arrive à mettre les individus ensemble pour qu'ils puissent trouver de nouvelles approches pour pouvoir résoudre ces problèmes? C'est l'objet au fait de l'intelligence collective. Alors, est-ce qu'une seule personne à lui tout seul, c'est-à-dire un super président de la République, et même un super gouvernement, si je prends le gouvernement à la taille d'un individu, peut résoudre en réalité ces différents problèmes et ces quelques défis par exemple que nous avons relevés? Non. Je réponds non, c'est impossible. Parce qu'ils n'ont pas totalement connaissance de tout, ils n'ont pas toutes les données qu'il faut, et ce changement en réalité c'est un changement pour la société, pour le bien commun de tout ça. Je suppose que toutes les contributions sont en réalité attendues, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre ensemble ces individus pour qu'ils essaient de résoudre le problème? Donc c'est à ça que l'intelligence collective essaie d'apporter de réponses. Donc, la nécessité de penser de nouveaux systèmes permettant la contribution de tous pour l'évolution de notre société est d'urgence. C'est une urgence. C'est vrai qu'elle était d'urgence, mais l'urgence est encore beaucoup plus, je dirais urgent actuellement. Donc, c'est beaucoup plus nécessaire de pouvoir se mettre dans cette dynamique. Et c'est là que l'intelligence collective vient qu'elle est indispensable en 2021 parce que, oui, il faut que nous essayions de faire évoluer notre capacité d'innover. Les opportunités de l'intelligence collective pour l'Afrique, elles sont où? Eh bien, vous avez vu ce que c'est que l'intelligence collective, mais en tant que discipline, quelle est l'opportunité qu'elle apporte à notre continent? Résoudre ces problèmes complexes, je crois que nous avons déjà une perception, je dirais, convergente de ce qu'est la résolution de problèmes complexes. Mais comment est-ce qu'on prépare en réalité les personnes pour qu'ils aient les outils qu'il faut afin de pouvoir résoudre ces problèmes complexes? C'est là maintenant que l'intelligence collective en tant que discipline nous permet de pouvoir former les gens pour qu'ils aient cette aptitude, cette façon de faire, pour qu'ils puissent aider les organismes, que ce soit dans le public ou dans le privé, à pouvoir avoir cette aptitude à mettre ensemble un groupe de personnes pour la résolution de problèmes complexes. Alors, l'intelligence collective, est-ce qu'elle est totalement nouvelle? Non, elle n'est pas nouvelle. C'est ce qui a fait même que nous avons ajouté la précision, l'intelligence collective en tant que discipline au sein de, c'est-à-dire en choisissant le thème de cette communication. Parce que l'intelligence collective, elle existe en réalité elle existe depuis. Elle existe depuis. Et ceux qui auront la chance ou la curiosité de chercher beaucoup plus sur l'histoire de l'intelligence collective, vous allez voir qu'elle existe en réalité depuis que l'être humain existe. Mais au même moment, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Et excusez-moi, elle est nouvelle du moins parce qu'on vient de dire oui, qu'elle n'était pas nouvelle. Mais au même moment, elle est nouvelle. Elle est nouvelle comment? La réponse à cette question, c'est oui et non. Vous allez certainement vous demander, bon, qu'est-ce que je suis en train de raconter en fin de compte? Oui. Car elle est nouvelle en termes de discipline. Non, car elle existe depuis des époques dans nos sociétés bien avant l'esclavage et la colonisation, qui sont en réalité des époques à laquelle on essaie de faire référence pour faire l'analyse de notre situation actuelle. Alors, j'ai rencontré par exemple, il y a une plateforme de consommation collaborative créée par quelques Béninois où il y a ce texte qui dit que le 7 décembre 2001, il s'en est 7h10 quand nous sommes rendus au champ de l'oncle Chabi pour la récolte du maïs. C'était le 10e champ entamé sur les 14 prévus par l'association des cultivateurs du village. Le concept était simple, s'unir en groupe pour travailler dans le champ d'un confrère et continuer ainsi jusqu'au tour de la dernière personne. À défaut de disposer d'argent pour financer la récolte ou d'acquérir une moissonneuse, nous nous réunissons en groupe de travail collaboratif. Ça suppose quoi? Que cette organisation existe en milieu rural, surtout chez nous au Bénin, et je suis certain que même dans d'autres pays africains,
J'apporte cette précision parce que je n'ai pas encore eu la chance de visiter beaucoup de pays africains. J'en ai visité que quelques-uns pour le moment, je crois le Togo, le Ghana et le Maroc. Donc, je n'ai pas eu la chance de visiter d'autres pays pour pouvoir confirmer. Donc, c'est pourquoi j'essaie parfois de ramener les exemples de mon pays. Et cette façon de s'organiser en réalité pour pouvoir, par exemple, dans ce cas, si c'est un problème complexe, comment est-ce qu'on fait pour que dans nos champs, chacun puisse être productif, chacun puisse travailler sans s'en rendre compte? C'est un peu ça. Alors, c'est les modes de fonctionnement qui existent. Et même quand nous allons au sein de chaque culture, l'organisation culturelle, l'organisation de la société, bien avant l'arrivée du colon, bien avant l'arrivée toujours du colon, je veux faire référence peut-être à l'esclavage, vous voyez, bien avant l'arrivée de la colonisation, de toute cette ère de modernité, nous avons des systèmes qui existaient et qui répondaient réellement à nos besoins. Actuellement, nous allons entamer avec des besoins de financement, alors qu'il dit qu'on n'a pas d'argent, alors que nous avons la possibilité de pouvoir mieux réfléchir pour pouvoir nous mettre ensemble et réaliser quelque chose. Alors, c'est ça en réalité l'intelligence collective. Maintenant, en tant que discipline, par exemple, les individus ou l'individu qui a eu c'est-à-dire réfléchir en fait à ce système de fonctionnement, lui il est par exemple un expert, je dirais, en intelligence collective parce qu'il a pu réfléchir à la façon de mettre ensemble les individus pour qu'ils puissent réaliser quelque chose de grand que s'ils étaient seuls. Donc c'est pourquoi on dit que non, car elle existait, mais en tant que discipline, elle est quelque chose de nouveau parce que nous apprenons maintenant comment le faire. Alors, en tant que discipline scientifique, elle peut faire l'objet de formation dans nos universités afin de former la ressource humaine pour la résolution des problèmes complexes dans notre pays. Donc, c'est un peu comme un résumé des explications que je venais de donner. Alors, juste là, si vous vous demandez, bon, comment est-ce que je l'apprends? Comment est-ce que je deviens disciple en intelligence collective? Je préfère utiliser le terme disciple. Je dirais peut-être rendez-vous à l'agora, tel que mon cher directeur me le dit. Je vous laisse chercher vous-même ce qu'est l'agora. Alors, pour pouvoir le faire, nous avons eu la chance que l'idée vienne de l'Afrique, parce que présentement, il n'existe qu'un seul master dans le domaine, c'est-à-dire qu'une seule formation. Vous allez voir d'autres institutions ailleurs en intelligence collective, mais c'est souvent des organismes de recherche qui ne sont pas dans la dynamique de fournir une formation. Et c'est en Afrique et plus précisément au Maroc que vous allez retrouver une formation, la première au monde en intelligence collective. Et nous sommes certains que d'ici quelques années, peut-être que les autres continents vont également se lancer dans la course. Mais pour le moment, ça veut dire que l'Afrique est en avance dans cette perspective et dans cette façon de faire les choses. Alors, il était prévu qu'à ce niveau-ci, que l'équipe intervienne et là, je pense que je vais essayer je continue et à la fin, je continue et là, à la fin, je vais vous apporter quelques éléments de réponse. Alors, qui suis-je? Je le disais au début que je suis étudiant en intelligence collective, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Pour ceux qui me connaissent, j'ai eu un profil de base en licence en informatique et aussi quelques années de formation en statistique appliquée. Donc un profil en informatique et un profil en sciences de données à la fois. Et je me suis lancé dans pas mal de projets en entrepreneuriat parce que je suis totalement à mes débuts. Depuis 2018 que j'essaie de me lancer dans pas mal de choses qui sont des projets beaucoup plus liés à la résolution de problèmes complexes. Même mon projet de licence portait par exemple sur la conception d'une plateforme
de surveillance médicale des personnes âgées parce que dans nos différents pays actuellement, l'hypertension artérielle et le diabète, qui sont des maladies qui nécessitent un suivi très rigoureux, fait un ravage. Et beaucoup n'ont souvent pas de moyens, beaucoup ne savent même pas qu'ils ont des risques, par exemple, d'avoir de l'hypertension artérielle ou du diabète et le comportement alimentaire, tout ça là, parce qu'on n'a pas un médecin de famille qui nous suit. Et parfois, au moment où on le découvre, il est parfois trop tard. Ça fait que les gens entrent dans un cycle où ils sont obligés de dépenser des milliers de francs, parfois pour pouvoir essayer de trouver une solution. Pour essayer de ne pas guérir au fait, mais de survivre avec la maladie. Comment est-ce qu'on fait pour éviter cela dans un contexte où il n'y a pas assez de médecins? Donc j'ai fait une analyse où je montrais que le numérique peut y contribuer. Ça c'est dans le système de l'agriculture également. J'ai quelques travaux de recherche, ceux qui seront intéressés peuvent m'écrire. Je peux leur partager les articles que j'ai rédigés dans ce sens. Et je travaille actuellement sur les résultats de ces recherches en réalité pour pouvoir concevoir et mettre en place ces systèmes. Alors, je cherchais en réalité une formation qui va me permettre d'approfondir mon savoir-faire et aussi mon savoir-être pour pouvoir combiner en réalité les compétences dans ce deux domaines, les approfondir et les combiner pour résoudre les problèmes réels. C'est ce qui a fait que depuis que j'ai fini ma licence, je ne me suis pas inscrit dans un programme de master au pays. Pas parce que les masters au pays ne sont pas bons, mais c'est parce qu'elles ne convenaient pas à mes aspirations de vie et à ce que je comptais faire dans la vie, je veux peut-être dire ma mission de vie. Et j'avais eu une admission par exemple à l'université de Lyon 2 en mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines, qui est un peu proche en réalité de ce que je voulais, mais qui est beaucoup plus technique et qui ne prend pas totalement en compte la dimension humaine. Mais après que j'ai eu cette admission et en même temps quelqu'un m'a introduit de l'université Mohamed VI Polytechnique et c'est là que j'ai découvert cette formation en intelligence collective qui répondait parfaitement à ce que je voulais. Et aussi le cadre que l'université offre est un cadre que je qualifie totalement de cadre américain. Donc je peux être en Afrique et bénéficier de tout ça. Et si nous avons le temps, je vais même vous montrer le corps professoral. Vous allez voir que c'est les enseignants qui viennent de l'ONS Paris. Et le directeur également qui vient de Sciences Po, qui était un enseignant à Sciences Po Paris, avant de rejoindre l'université Mohamed VI Polytechnique et qui est un Américain qui a travaillé au fait avec Barack Obama pour son élection et aussi avec Emmanuel Macron. Donc c'est un monsieur qui est pétri d'expérience et qui a quand même une bonne conception de voir les choses. Donc, quand on voit en réalité tous ces avantages et aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation, l'université offre pas mal d'opportunités qui vous permettent en tant qu'étudiant de pouvoir lancer des projets que vous avez en tête et de pouvoir les tester. Alors, quand je prends en compte tous ces facteurs, alors le choix a été beaucoup plus simple pour moi d'accepter et venir continuer et mon chemin ici au Maroc. Donc c'est un peu le parcours, ce qui m'a poussé au fait à faire ce choix. Et la formation en elle-même, alors qu'est-ce qu'on y apprend? Vous aurez des notions en sciences cognitives. Quand on parle de sciences cognitives, en réalité, c'est essayer d'étudier l'esprit humain. Comment est-ce que l'esprit humain il fonctionne? Comment est-ce qu'en réalité le cerveau humain il fonctionne? Quels sont étudier le comportement de l'être humain en fait. À part ça, nous avons une dimension data, c'est-à-dire pouvoir faire l'analyse de données convenablement en combinant des algorithmes en sciences de données pour pouvoir extraire l'information des données brutes que nous avons. Alors il y a une dimension programmation, c'est-à-dire programmation informatique qui vous permet en réalité d'apprendre comment est-ce qu'on conçoit les systèmes qui nous permettent de collecter les données qu'on peut analyser à l'aide de la science des données pour pouvoir tirer une information importante.
Méthode expérimentale, c'est qu'on apprend les méthodes scientifiques qui nous permettent de mener avec beaucoup plus de précision des études en laboratoire et aussi sur le terrain à travers la collecte de données, etc. Alors, nous avons aussi une bonne dose en leadership et entrepreneuriat. Leadership et entrepreneuriat. Qui dit entrepreneuriat, je ne demande pas d'innovation parce que sans innovation, l'entrepreneuriat n'est vraiment pas possible, surtout dans notre contexte africain. Et même partout, l'innovation, c'est ce qui nous permet de tenir et de résister à tout changement de notre environnement. Eh bien, en dehors de ça, le leadership reste indispensable pour toute personne qui est appelée à apporter un changement au sein de la société. Nous avons également une dimension sciences politiques et philosophie parce que quand vous donnez tous ces outils en sciences de données, en informatique et en analyse du comportement humain à un individu, il est seul sa morale et l'éthique sur laquelle il évolue lui permettent de décider ce qu'il va faire en réalité des compétences qu'il reçoit. Donc il est indispensable en réalité de pouvoir inculquer des notions philosophiques et une certaine morale et une éthique à cet individu pour qu'il puisse réellement utiliser son savoir-faire pour le bien au sein de la société. Alors c'est pourquoi la dimension sciences politiques et philosophie, elle est aussi, je dirais, chez la plus utiliser la phrase qu'on a une bonne dose en sciences politiques aussi. Et le dernier aspect là, en termes de peut-être module de formation auquel vous pouvez être exposé, c'est l'anglais. C'est une langue qui est beaucoup indispensable pour sauver le monde actuellement. Et il y a des modules en anglais au sein du curriculum qui vous permettent d'améliorer votre niveau de compréhension, de rédaction en anglais et de lecture également. Et à côté de ça, en même temps, l'université, ça dit, si nous allons au-delà de l'école, l'université dispose de ce qu'on appelle le Language Lab, qui essaie de prendre en charge chaque étudiant avec pour objectif minimum de le rendre bilingue totalement avant sa sortie de l'université. Donc si vous venez pour un cycle de master, pendant les 2 ans à l'université, fournit et fait tout de son nécessaire pour que vous puissiez comprendre les 2 langues avant de sortir de l'université. Et si vous venez déjà avec le bac cru, ça veut dire que là, vous avez 3 ans en réalité pour réaliser cet objectif. Alors, la formation, elle est de 2 ans, ça dit 4 semestres. Et les 3 premiers semestres se font en 12 mois. Les 3 premiers semestres se font pratiquement en 12 mois, c'est-à-dire en une année, ou je dirais 14 mois environ. 14 mois environ. Et là, vous faites les 3 semaines qui sont en réalité les semestres où vous êtes sur le campus. Et le dernier semestre, le 4e semestre, est le semestre des stages. Mais entre la fin du 2e semestre et le 3e semestre, vous êtes appelé à aller faire au moins 6 semaines en entreprise ou sur un projet de recherche en partenariat avec les organismes qui ont un partenariat avec l'école. C'est un peu ça. Et les cours, comment est-ce que ça se passe? Au plus, les cours sont structurés en 3 blocs. Vous avez le cours magistral, les sciences de lab et les sciences d'activité. Le cours magistral, j'utilise l'aspect théorique. Le lab, là vous apprenez à faire l'aspect pratique. Et les sciences activities, c'est les sciences où, pour chaque semestre, vous travaillez sur un projet de fin de semestre. Et pour vous consacrer un temps en réalité à ça sur tout le semestre. Ça fait que si vous avez 6 modules de formation au premier semestre, ça suppose que vous devez faire 6 projets. Et même en anglais, vous avez un projet. Au second semestre, si vous avez 6 modules de formation, vous faites également 6 projets. Au troisième semestre, si vous avez 6 modules de formation, ça vous fait 6 projets. Donc, au minimum, en entrant dans ce master, vous devez sortir avec 24 projets, faits correctement, corrigés, et que vous aurez tous ces fichiers sur vous. Je ne vais pas revenir sur l'écosystème qui est favorable à l'entrepreneuriat dont j'avais déjà fait mention. Alors, si vous êtes intéressé à vous lancer dans la course pour pouvoir avoir votre place au sein de ce programme de formation, eh bien la procédure elle est en 3 niveaux. La première, l'étude de dossier. Si vous passez cette étape,
vous passez un test écrit oral. Si vous passez le test écrit oral, vous venez au niveau de l'interview. Quel est le profil qui peut appliquer? Eh bien, si vous disposez d'au moins une licence, déjà, quel que soit le domaine dans lequel vous l'avez, vous êtes la bienvenue. Je dis bien quel que soit le domaine. Parce que, compte tenu de la nature hautement interdisciplinaire du master, parce que c'est l'interdisciplinarité, le programme est ouvert à toutes les disciplines. Pourquoi? Parce qu'on disait que pour résoudre les problèmes complexes, on a la nécessité de pouvoir faire concourir des compétences diverses et aussi des individus variés. Donc la diversité est très importante pour l'intelligence collective. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas un master qui est défini, une licence prédéfinie. Donc peu importe la licence que vous avez déjà, ou même si vous avez déjà un master et que la formation vous intéresse, ça veut dire que vous pouvez essayer de poursuivre. Alors, l'étude de dossier, comment est-ce que ça se passe? Vous avez besoin d'un curriculum vitae, d'une lettre de motivation, elle est très très importante. La lettre de motivation, elle est très très importante. La photo d'identité, personne numérique pour le début, mais par la suite, si vous devez faire un dépôt physique, vous aurez besoin de deux. Mais pour la première étape, vous avez juste besoin d'une photo numérique. Donc, la copie de la carte d'identité ou du passeport, la copie de tous les diplômes ou certificats, tous les diplômes, les certificats, même si c'est les certificats de cours en ligne, vous pouvez les inclure dedans. De relevé de notes du premier cycle universitaire, c'est-à-dire la licence, vous mettez tout relevé de notes dedans. Et deux lettres de recommandation, c'est-à-dire deux lettres de recommandation venant des personnes avec qui vous avez déjà travaillé. Ça peut être des enseignants, c'est bien, ou si vous êtes déjà dans le milieu professionnel et qu'il y a des individus qui peuvent témoigner en réalité de votre personnalité, alors il est important et vous pouvez en prendre également auprès d'eux. Donc les documents, les originaux ne sont pas encore demandés à la première étape, c'est lorsque vous obtenez votre admission que les originaux vous seront demandés. Là maintenant, pour pouvoir soumettre votre candidature, vous devez la faire sur la plateforme qui est dédiée, qui est my.umc.sp.ma. Le lien vous avez déjà dans le document de PowerPoint qui a été partagé avec toutes les personnes qui ont manifesté leur désir à suivre cette communication. Et également, si vous avez des questions particulières, vous pouvez les poser à l'adresse mail ci-master@umcsp.ma. Alors, ces informations sont également contenues dans la brochure que nous avons partagée avec vous ou que vous recevrez en même temps avec cette vidéo. Le test écrit, comment est-ce qu'il se passe? C'est sur une plateforme en ligne où vous essayez de travailler, vous pouvez le faire depuis votre chambre, où est-ce que vous soyez, déjà que vous avez passé le test écrit. Et il y a un examen avant qui est réalisé pour pouvoir vous permettre de prendre en main la plateforme avant l'examen proprement dit. Et aussi qui vous permet d'avoir une idée au fait de ce qu'est le test. Donc il y a un test à blanc avant le test lui-même. Donc vous n'avez pas à vous soucier au fait qu'est-ce que le test, non. Vous pouvez attendre, faites étape par étape. Dès que vous serez au niveau du test, vous aurez toutes les informations qu'il faut avant de vous lancer dedans. Mais le test est généralement constitué de 4 épreuves, si je me rappelle. Une épreuve d'études de cas, une épreuve en logique mathématique et une épreuve en langue. Je crois que ça va être les 3. Mais oui, ça va être les 3, ouais, c'est ça. Et l'interview, quand vous passez le test écrit maintenant, vous devez faire l'interview. L'interview, c'est en fait une discussion et que je qualifie d'initiation à l'intelligence collective parce que c'est une discussion où vous le faites peut-être avec, moi je l'avais fait avec 4 personnes, nous avons utilisé Zoom, je me rappelle, donc l'appli Zoom m'a permis de le faire et avec ces 4 personnes vous discutez avec eux pour qu'ils essaient d'avoir plus d'informations en réalité sur vous, sur votre personnalité et tout. Il n'y a pas à stresser. Soyez juste vous-même, soyez honnête dans vos réponses, soyez libre de donner la pensée, c'est-à-dire dire ce que vous pensez et
au niveau de l'interview, ça devait aller. La partie la plus intéressante de la communication, c'était celle que peut-être beaucoup attendent, c'est que la formation elle est de 75 000 dirhams l'année, plus 5 000, donc ça fait 80 000 dirhams. Pour avoir le montant approximatif, vous devez faire fois 60, 80 000 fois 60 pour savoir le coût de la formation en CFA. Et c'est pas facile de demander à quelqu'un de débourser cette somme. C'est pas tout le monde qui a les capacités pour le faire. Et c'est pourquoi, comme l'université est à but non lucratif, il y a des possibilités de bourse qui existent. Il y a deux possibilités de bourse à laquelle vous pouvez prétendre déjà que vous vous lancez dans la procédure d'admission. La première est la bourse d'excellence qui est attribuée selon le mérite au test d'admission. C'est selon le mérite. C'est-à-dire qu'on essaie de faire maintenant un classement de façon générale de toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé. Il y a un classement qui est attribué en fonction des performances et c'est celle-ci qui permet au fait de pouvoir vous attribuer la bourse d'excellence. Quand vous obtenez la bourse d'excellence à 100%, donc vous n'avez aucun souci, si vous ne payez absolument rien. Il y a une fondation qui est appelée la fondation de l'ECP, c'est elle en réalité qui finance votre formation. C'est elle qui finance votre formation et elle donne droit à une réduction. Quand vous obtenez la bourse complète, donc là vous ne payez rien. Mais il y a des cas où, en fonction de la performance, l'université peut décider de vous faire des réductions, par exemple 50% de réduction. Ça suppose que vous payez la première, ou soit 75%, ou soit 80%. Donc ça suppose que si vous avez par exemple 80%, c'est que vous allez payer juste 20% de la scolarité. Mais il existe vraiment des possibilités de bourse où vous ne payez absolument rien, c'est-à-dire de décrocher la bourse d'excellence. Ce n'est pas impossible parce que moi qui vous parle, j'ai pu décrocher cette bourse. Donc j'estime quand même que si la formation vous motive et que vous vous y mettez à fond, vous aurez la possibilité de pouvoir la décrocher. Alors il y a une bourse qui est appelée la bourse sociale que l'université attribue à ses étudiants et qui est attribuée en fonction de votre situation sociale. Ça veut dire que vous devez donner la preuve de votre revenu, celui de vos parents, s'ils sont toujours en vie. Et si tel n'est pas le cas, de vous fournir la preuve qu'ils ne sont pas en vie. Et cette bourse, lorsque vous l'obtenez, ça vous permet de pouvoir gérer l'hébergement, c'est-à-dire avoir une résidence sur l'université. Pouvoir avoir une résidence sur l'université la résidence, je vais partager avec vous une vidéo qui vous montre en réalité la vie sur le campus et vous pouvez avoir une idée au fait des résidences. C'est des résidences qui sont vraiment superbes où vous êtes dans des appartements à 4 à chacun avec sa chambre et vous partagez un même salon et une même cuisine. C'est un peu ça le concept. Et la restauration où vous avez un montant de 1800 dirhams tous les mois. Là, vous pouvez aussi faire par 60 pour voir ce que ça donne en CFA. Et pour la restauration. Donc, il y a un système quand même qui a été très bien pensé qui vous permet de ne dépenser ces trucs pour la restauration parce qu'on suppose que vous devez bien manger et vous devez être dans de bonnes conditions pour pouvoir étudier normalement. Alors, ouais. Certains vont se demander peut-être ce que je cache juste là, ce que je n'ai pas dit. Eh bien, ce que je cache, c'est que je n'ai pas mentionné, mais vous l'avez peut-être déjà remarqué, la formation elle est totalement en anglais. Vous allez voir même que on appelle les SAI, les School of Collective Intelligence. Donc, la formation elle est en anglais, mais c'est pas impossible pour quelqu'un qui vient d'un pays d'Afrique francophone de se retrouver dedans parce que nous avons quand même eu une initiation en anglais qui nous permet d'être au minimum bilingue. Et si vous vous y mettez, actuellement, le test, c'est l'appel à la candidature est lancé pour pouvoir recruter la prochaine cohorte des étudiants au sein du master. Et vous avez encore 2 ou 3 mois en fait pour être à un niveau où vous serez obligé de totalement vous exprimer en anglais au cours de l'interview. Et 3 mois, c'est vraiment
suffisant pour une personne pour tout faire en réalité pour pouvoir vous exprimer. Les gens n'attendent pas de vous que vous parlez un anglais qui est totalement élevé, américain ou britannique, non. Mais c'est que vous ayez quand même le minimum qui vous permet de pouvoir vous exprimer, de pouvoir leur parler de votre motivation, des idées que vous avez en tête. Donc pour une personne qui n'est pas encore bilingue, c'est totalement possible de pouvoir se lancer dans cette course. Et aussi quand vous voyez ce qui est en jeu, déjà vous pouvez faire les 80 000 dirhams x 2 et voir le montant que ça donne, plus 1800 dirhams fois combien de mois déjà, sur les 2 ans fois 24 mois, vous faites la somme de tout ça, vous allez voir en réalité la somme d'argent qui est en jeu. La somme d'argent qui est en jeu. Banalement, vous pouvez avoir un financement qui ira jusqu'à 12 millions de francs CFA pour pouvoir suivre cette formation. Et quand l'enjeu de taille, vous pouvez mettre les efforts qu'il faut pour pouvoir essayer de la décrocher. Donc c'est un peu ça en gros. Et c'est pourquoi je tenais quand même à faire cette vidéo. Je vais rapidement basculer sur cette présentation officielle au fait de l'école elle-même. Nous allons essayer d'en discuter. Je ne vais pas revenir sur la définition de l'intelligence collective. Je tombe sur ce point où on dit pourquoi nous avons besoin des spécialistes en intelligence collective. Le premier point, c'est pour pouvoir beaucoup plus comprendre comment est-ce que les individus travaillent en groupe. Je crois que c'était avait déjà donné. Le second point, c'est pour pouvoir en réalité concevoir des technologies qui nous permettent de pouvoir élever ou de pouvoir mettre en place de pouvoir faire converger au fait nos différentes compétences, les faire évoluer de sorte que nous pouvons collaborer sur des projets. Alors, le troisième point, c'est pour pouvoir comprendre comment est-ce que la big data peut nous rendre beaucoup plus meilleurs. Quand on parle de big data, aujourd'hui nous échangeons assez de données. À travers nos smartphones, vous allez voir la quantité de messages que vous échangez avec les gens, par exemple par WhatsApp, que vous échangez par mail. Vous voyez le nombre de sites web qui est publié, le nombre de contenus que les gens publient à travers les réseaux sociaux, à travers les sites internet. C'est vraiment une grande quantité d'informations qui existent et que nous générons en réalité. Et je crois que dans les 20 dernières années, nous avons généré plus de données qu'on n'en avait même pas fait dans le siècle passé. Alors, toutes ces informations, comment est-ce qu'on les exploite en réalité pour améliorer notre quotidien? C'est ça en réalité le big data. Comment est-ce qu'on les collecte et on les enregistre, on les structure pour qu'elles puissent être exploitées pour la prise de décision. Alors, c'est ça. C'est là le troisième point pour lequel on a besoin des spécialistes en intelligence collective. Et le dernier point que j'aime, to transform organization and maximize collective ability. Donc, comment est-ce qu'on essaie de fournir en réalité une transformation organisationnelle? Vous voyez, quand on parle de transformation organisationnelle, c'est comment est-ce qu'on permet aux entreprises publiques ou privées d'atteindre beaucoup plus leurs objectifs en fonction des contraintes de l'environnement qui changent et qui sont évolutives. Vous voyez, comment est-ce qu'on amène pas les employés, parce que ce thème, je crois qu'il est vraiment vieux. Il faut qu'on soit à parler en réalité de collaborateurs au sein d'une entreprise que de parler d'employés et de patrons. Donc, comment est-ce que les collaborateurs au sein d'une organisation, au sein d'une entreprise, peuvent travailler pour être beaucoup plus efficaces en termes, si c'est des structures à but lucratif, comment est-ce qu'elles font pour faire plus de profit? Si c'est des structures à but non lucratif, comment elles font de moins pour atteindre leur objectif? L'objectif qu'elles se fixent, comment est-ce qu'elles font en réalité pour pouvoir apporter le bien-être, parce que je suppose qu'une organisation à but non lucratif, elle a en réalité pour apporter un certain bien-être au sein de la société. What is the School of Quality Intelligence? The School of TI specialized in research, education, innovation, technology and social impact. Donc, la recherche, l'éducation,
voyez, l'innovation au sein de la société. Parce que je le disais que l'université, en réalité, des projets sur lesquels elle travaille avec des partenaires qui sont des partenaires nationaux et internationaux. Donc, c'est dans ce sens-ci qu'elle essaie d'apporter de l'innovation, qu'elle aide aussi les structures dans le secteur de l'éducation à apporter de l'innovation dans ce qu'ils font. Et aussi, le dernier aspect, technologie. Donc, il y a des spécialistes qui sont là en matière de conception de technologie également, et aussi des social impact, des field of collective development. Comment est-ce qu'on apporte de l'impact sur la société, sur le continent africain en premier, donc en formant en réalité les ressources humaines qui vont apporter le changement. Donc c'est un peu ça l'école. CI People Faculty, c'est ça. Et en tout pour tout, ça fait 15 000 citations au fait. Quand on prend c'est ça les statistiques, les chercheurs qui sont au sein c'est-à-dire de l'école de la faculté, ils ont déjà été cités en tout pour tout 15 000 fois. Donc c'est vraiment important dans le domaine de la recherche, ceux qui s'y connaissent. Et en tout pour tout, ça fait 350 publications en tout de ces individus. Le premier, McLean, qui nous vient du MIT, il est actuellement enseignant au MIT et également enseignant ici à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Émile Chavon-Chever, spécialiste en prédiction, dans la science de prédiction. La prévision, du moins en français, prévision en français, prédiction en anglais, voilà, pour pouvoir faire les prévisions. Alors, ceux qui sont intéressés par le trading, par exemple, en trading, on essaie de faire des prévisions pour voir quel serait le cours des événements. Mais non seulement ça, même en sciences politiques, au niveau des politiques publiques ou même des politiques de développement, on essaie de faire des prédictions, par exemple, pour savoir où est-ce que l'intelligence artificielle sera, qui sera peut-être le prochain candidat en France. Donc, ce monsieur, il est enseignant dans la maison et au même moment entrepreneur parce qu'il a créé une entreprise appelée Hypermind qui essaie d'intervenir dans ce domaine de prévision. Alors ils sont vraiment nombreux, je ne veux pas être long pour vous les présenter, mais là déjà vous voyez le nom et vous avez eu le lien vers le site de l'école, vous pouvez aller de People et voir qui ils sont. Google est là, vous pouvez essayer de faire un peu, de fouiner vous-même et voir les personnes à qui vous avez affaire en fait. Je vais parler rapidement du directeur Lex Paulson qui est dans le domaine des sciences politiques et de la philosophie. Aussi, même lui-même, je vous conseille juste de faire un petit Google sur son nom. De faire une petite recherche, moi j'ai utilisé sur Google, rien qu'avec son nom, vous allez vous faire une idée des personnes à qui vous avez affaire. Et là, c'est le personnel administratif. Et là, les étudiants et les différents partenariats que l'école a en réalité noués avec les entreprises privées aussi, les organismes non gouvernementaux. Et c'est un peu ça, peut-être que c'est pas totalement clair, mais sur le site internet, vous pouvez avoir plus d'informations. Alors, il y a 3 groupes de recherche actuellement au sein de l'université. Le premier groupe, c'est le groupe qui essaie de faire les recherches en intelligence collective sur l'Afrique. Le second groupe est celui qui essaie de travailler sur les outils d'apprentissage de façon collaborative. Et le troisième groupe qui essaie de travailler en réalité sur les méthodes et outils en informatique pour l'intelligence collective. Bon, là, c'est le programme de master. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que vous avez déjà la brochure, vous pouvez avoir tout le programme dessus. Et c'est ça, un peu le plan. Nous avons parlé des différentes, de l'internship, les stages, voilà, ça j'en avais parlé. J'en avais parlé au début, donc c'est un peu ça la structure en réalité du parcours. Donc le stage il est beaucoup plus qualifié de scientific internship, c'est-à-dire en fait vous n'allez pas en entreprise, vous êtes obligé de faire le pont entre les
entreprises ou organismes publics et en réalité l'école. Donc vous êtes à la fois dans le milieu de la recherche et avec les entreprises. La recherche est aujourd'hui le seul moyen qui nous permet de maintenir l'innovation au sein de la société. Oui, là par exemple, c'était une séance que nous avons appelé le Alumni Day. Là, c'est les différents partenaires de l'école, les anciens, nous-mêmes, les étudiants. Nous avons essayé on a fait des événements de réseautage qui vous permettent de rencontrer des personnes un peu partout à travers le monde grâce au vaste réseau des enseignants et du personnel administratif. Là, c'est le Alumni Day. Je crois que je l'aurai quelque part ici. Voilà. Donc, à cause de la Covid, on résiste et on essaie d'organiser certains événements qui se faisaient peut-être sur place, mais on essaie de trouver la façon de le faire d'abord en ligne pour maintenir toujours, s'adapter au fait, au contexte et à la réalité que nous vivons. Et là, les débouchés. Alors, il y a 3 grands blocs, Human Behavior and Cognitive Science. Donc, c'est en réalité en rapport aux sciences comportementales et les sciences cognitives. Donc, vous pouvez devenir par exemple un chercheur spécialiste en réalité des ressources humaines, Research and Development Officer, c'est-à-dire ce que nous appelons la RD en français, le recherche-développement. Donc, la recherche-développement au sein des entreprises, vous pouvez être à la tête de ce département pour assurer en réalité l'innovation continue au sein de la société pour les entreprises. Computer Science and Big Data, donc pour être un spécialiste en réalité des sciences de l'information et de la communication et être à la tête par exemple de ce département dans toute entreprise ou être un data analyst au sein des entreprises. Management Organizational Transformation, donc vous pouvez être un consultant au fait en management pour pouvoir accompagner les entreprises et même les organisations publiques à changer leur façon de faire le business, changer et faire évoluer en réalité vers leurs différents objectifs. Ça, nous en avons parlé aussi au début. C'est la spécialité qui m'intéresse beaucoup plus actuellement et sur laquelle je travaille. Et j'essaie de combiner en réalité les notions dans cette deux-là pour pouvoir mener à bien ceci. Ça, c'est mon cas particulier. Alors, la mission timeline, c'était prévu pour le 31 mai, au fait, le dernier délai pour la soumission, donc encore plus d'une dizaine de jours, mais je crois que l'école va essayer de prolonger. Ça, j'en suis certain parce que avant de faire cette vidéo et tout, j'avais eu une petite rencontre avec les responsables du master et j'essaie de leur faire comprendre aussi que dans nos pays, parfois, les troisième années ne finissent pas tôt. Et à cause de ça, à cause de cette dimension, il y aura un mois supplémentaire qui sera ajouté. Donc, vraiment, ce délai sera envoyé à fin juin. Donc, un peu plus de 40 jours. Si vous êtes vraiment intéressé par la formation et que vous voulez vous lancer dans la course, donc je crois que 40 jours, c'est possible. Le test écrit était prévu pour juin, mais si là nous passons de là à là, à fin juin, donc ça veut dire que le test écrit sera en mi-juillet probablement et l'interview en août. Et je crois que déjà, au plus tard en octobre, vous devez commencer parce que nous avons commencé le 15 octobre passé. Donc, probablement qu'avant le 15 octobre, tout doit être fait et que vous puissiez rejoindre tranquillement, c'est-à-dire les formalités administratives pour que vous puissiez rejoindre également le Maroc soit fait du moins pour que vous puissiez commencer votre formation. Et ouais, ça, tuition de fees, on en avait parlé. Scholarship, ça aussi, l'éligibilité, au moins une licence dans toute discipline, c'est ce que vous devez avoir au minimum. À scholarship, nous en avons déjà également parlé. Donc c'est un peu ça, en gros. Vous avez l'adresse mail, le site internet. Et pour finir, je dirais que je suis également à votre disposition si vous avez besoin d'autres informations. C'est vrai que j'ai commencé sans introduire réellement qui est-ce que je suis. Eh bien,
J'avais juste dit que je suis béninois et aussi étudiant en intelligence collective. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça ce que je suis. Mais au même moment, vous pouvez me contacter à travers WhatsApp, sur le numéro qui est sur la fiche qui vous a conduit au fait à être dans cette liste de diffusion. Nous avons créé un forum WhatsApp où vous pouvez me contacter et à travers j'ai laissé mon numéro WhatsApp, mais je peux le donner, c'est le plus 229 95 90 47 77. Et vous pouvez me contacter à travers les différentes plateformes de réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn. L'alias il est vraiment simple, c'est ça. L'alias c'est Café Duncan. Vous pouvez le faire, vous pouvez me contacter par Messenger, Facebook, bon, ça devient la même chose. Et WhatsApp, j'ai déjà donné. Et Twitter, oui, c'est le même alias. Et également sur LinkedIn. Aussi en commentaire, si cette façon de communiquer vous a plu, c'est une première. Nous pouvons aller beaucoup plus en avance et créer une communauté de réflexion et voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'on améliore en réalité ces différentes rencontres et sur des sujets beaucoup plus pointus qui sont en rapport avec l'intelligence collective et bien d'autres sujets, que ce soit même au niveau des bourses, et les bourses, que ce soit ici ou hors d'ici. Je vais aussi continuer pour dire qu'il y a un master exécutif qui est réservé à ceux qui sont déjà des professionnels et qui n'ont pas le temps, par exemple, de se déplacer sur l'université. Mais en dehors de ça, vous pouvez aller sur um6p.ma et pour voir ce qu'est l'université, et aussi sur Facebook, Université Mohamed VI Polytechnique, et vous aurez vraiment des informations intéressantes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn, etc. Vous pouvez avoir des informations sur les formations qui sont disponibles, que l'université met à votre disposition. Oui. Alors, c'est un peu ça. Alors, oui, nous étions ici. Oui, c'est un peu ça. Et même sur LinkedIn, si je fais université, Mohamed 6, soit déjà UM6. Et oui. Donc, je vous exhorte à pouvoir faire cet exercice. Vous voyez, là, quand je fais la recherche, j'ai même toutes les écoles qui commencent par s'afficher là comme proposition. Donc, et la School of Collective Intelligence sur LinkedIn, c'est ça. Donc, je vous invite à vous y abonner, c'est très important. Et pour finir, le site internet de l'école, c'est ça, SCI. Je vais laisser tous ces liens importants en commentaire sur la vidéo. Eh bien, je vous remercie d'avoir pris le temps d'être là et de m'écouter. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à laisser vos impressions à travers les commentaires ou des retours. Ça nous permettra d'améliorer cet exercice de partage d'informations. Merci beaucoup et à la prochaine.